Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Marion. Salut Léo. Comment tu vas ? Bien, excellent. Eh ben écoute, ravi de savoir que tu vas bien. On est aujourd'hui à Genève, c'est le deuxième épisode de la journée que je tourne. On est dans les hôpitaux universitaires de Genève. Est-ce qu'on dit Hugues, H-U-G ? Ça dépend des gens. Il y en a qui disent HUG, il y en a qui disent Hugues. Toi, tu dis quoi ? Moi, je dis HUG. HUG. Donc, on est au sein des HUG, qui, j'ai appris tout à l'heure, tu me confirmeras ça, mais le premier employeur de Genève, c'est ça ? Oui, exactement. En termes de nombre de personnes, c'est combien Quasiment de personnes, 13 000 collaborateurs et collaboratrices. Wow, c'est énorme. Ravi du coup d'enregistrer ce podcast. On va parler d'un sujet hyper intéressant, c'est comment décrypter les candidats et candidates en entretien. Non, on va aller voir du coup tout ce qui est de comprendre les candidats pour du coup mieux ensuite leur donner un job qui leur convient. Donc à la fois comprendre leur motivation, on va aller voir comment est-ce qu'on analyse ce qui passe en entretien et on parlera aussi d'un truc hyper important qui est le culture fit. C'est le thème de l'épisode, mais avant de rentrer dans ces détails, pour les gens qui ne te connaissent pas, Marion, est-ce que tu pourrais en une minute nous dire qui tu es, ton œuvre, ta vie, ta bataille ? Oui, bien sûr. Déjà, je m'appelle Marion, tout simplement. Je suis recruteuse après un parcours plutôt RH, donc des fois un peu à l'envers par rapport à ce qu'on peut connaître chez d'autres recruteurs. Ce qui me caractérise, c'est que j'adore évoluer dans des parcours et des environnements où les gens sont passionnés, où il y a des aspects techniques. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel dans le monde de l'automobile et c'est aussi ce que je retrouve au HUG parce qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à vous parler de leur métier et sont très généreux sur ces questions-là. Donc, moi, j'adore. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment le recrutement, je suis tombée dans la marmite du recrutement. Franchement, quand j'ai commencé en RH, je voulais faire tout sauf du recrutement. Un petit peu cette peur de porter un jugement sur les personnes et devoir décider un petit peu pour leur vie. Et puis, je suis arrivée dedans. Donc, j'ai évolué dedans. Et maintenant, c'est vrai que ce côté finalement recrutement, évaluation, décryptage des candidats pour bien les comprendre, mais aussi tout ce qu'il y a autour, parce que le recrutement, c'est loin d'être que les entretiens de recrutement. Tout ça me passionne assez, puis je trouve que c'est assez infini en termes de découverte. Je ne sais pas si j'ai tenu une minute, mais voilà, t'as c'est fait dit. Du coup 5 minutes 40. Non, un chouïa en dessus. Écoute, merci pour cette intro et je te demandais aussi deux petites questions qu'on fait à chaque début d'épisode, même 3. La première, c'est une chose que tu aimes dans la vie. Ouais, ce que j'adore dans la vie, c'est vraiment débattre, c'est-à-dire mettre les idées sur la table, écouter les idées des autres et puis finalement faire évoluer mes propres conceptions et ça finalement de manière assez directe. Je crois que c'est ce que je préfère, donc à pratiquer sans modération avec les collègues, avec la famille. Je trouve que c'est assez passionnant aussi de faire ça avec les nouvelles générations. Voilà, je suis aussi maman de 2 enfants, donc ça me nourrit au quotidien. Ce que j'aime peut-être moins faire, c'est courir derrière le temps, et ça c'est vraiment un challenge de tous les jours dans nos vies de recruteurs. C'est vraiment de pouvoir maximiser le temps de qualité qu'on peut avoir avec les candidats et donc d'automatiser certaines autres choses. Et je trouve que ça c'est un défi qui est quand même pas toujours si simple à relever pour avoir une démarche qualitative. Après, heureusement, maintenant, on est aidé par plein d'outils qui permettent d'automatiser. Coucou ChatGPT notamment, très récemment, mais tous les Make, Zapier et autres ATS qui font ça très bien. Merci pour ça. Et dernière petite question avant qu'on commence l'épisode, pour de vrai. Est-ce que tu as amené ton objet fétiche que je demande à chaque invité de ramener ? Et si oui, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Alors, la question n'était pas si simple parce que je ne suis pas très fétichiste dans l'âme. Franchement, il faut dire. Je préfère les souvenirs aux objets, très concrètement. Mais un objet qui me suit maintenant depuis 2 ans, c'est l'agenda de Matou. Donc, cette illustratrice que je trouve
trouve qu'il y a beaucoup de peps dans ses illustrations. Et puis, elle a un agenda qui est super bien fait. On peut même le colorier. Et j'avoue que ça, c'est ma passion plus personnelle. Donc, tout ce qui est dessin et coloriage. Donc, j'avoue que là, ça allie un petit peu le côté professionnel au plus personnel. Trop bien. Puis très joli en plus, j'en ai avec un petit violet un peu foncé, une très belle clair de lune dessus, c'est magnifique. Très un peu vécu, mais il me suit. Mathou, donc c'est Mathou, c'est ça Ouais. Trop bien. Donc vous pouvez la suivre sur Instagram. Splendide. Bah écoute, trop bien. Tout le monde va aller voir. Mathou, elle va gagner 1 million de followers. On a déjà pas mal. Écoute, trop bien. Merci pour ça. Donc, on a dit qu'on allait aujourd'hui parler notamment de motivation. C'est la première chose. Tu sais, le but idéal, si tu veux un recrutement réussi, il faut que du coup, ce que tu proposes en termes de poste corresponde à la motivation et aux envies de la personne. C'est un peu le truc hyper dur en recrutement, c'est que du coup, tu mixes les deux, les envies de l'entreprise et les envies du candidat. Chaque boîte, du coup, va à chaque fois vouloir la meilleure personne, la personne la plus motivée. Comment tu fais en sorte de trouver la personne la plus motivée pour ce job ? La première question à se poser, c'est finalement motivé pour quoi ? Parce que finalement, on est tous un peu motivés pour quelque chose, mais la question, c'est de savoir si la personne, elle est motivée et pour l'entreprise et pour le poste, et est-ce qu'elle va bien s'intégrer aussi dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Pour moi, pour détecter cette motivation, il y a un seul mot, c'est on écoute, et c'est pas seulement au moment... J'ai pas compris, on quoi ? On écoute. On écoute. Tu l'as pas dit assez, je pense. Attentivement. On écoute. Hein ? Ok, beaucoup d'écoute, très bien. Beaucoup d'écoute. Et pas que seulement dans les questions liées à la motivation, mais aussi dans le reste du discours. C'est-à-dire que dans les entretiens, alors nous, on est plutôt sur des entretiens semi-structurés, avec une partie plus structurée de questions comportementales et questions situationnelles. Très et bien. même là, il y a des choses qui émergent en termes de motivation ou de manière de faire, qui sont des éléments essentiels finalement pour déterminer si les gens sont motivés et peuvent correspondre à notre environnement explicitement. Pour moi, sur ces questions-là, j'avoue que j'ai moins tendance à poser qu'est-ce qui vous motive ou quelles sont vos motivations. Je les trouve assez bateaux, puis les réponses sont tout aussi bateaux. Donc j'essaye de tester ponctuellement d'autres types de questions qui vont chercher ces éléments-là. Les questions les plus récentes que j'ai pu tester, c'est finalement à la lecture de l'annonce à laquelle vous avez postulé, qu'est-ce qui vous a intéressé plus particulièrement ? Le trigger qui a poussé à postuler. Exactement. Donc finalement, de voir sur quoi ils accrochent et de se dire, est-ce que c'est la majorité du job ou est-ce que c'est à la marge ? Donc ça permet aussi de déterminer si le job va convenir ou pas. Et une autre question que j'aime bien, c'est de les projeter dans l'avenir, en se disant, finalement, vous êtes engagé, dans 12 mois, on fait le bilan, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli pendant ces 12 premiers mois ? Très cool, et ça permet finalement de savoir un petit peu quels sont leurs drivers et quels sont leurs motifs de satisfaction, puisque c'est aussi ça la motivation, c'est de finir sa journée en étant satisfait de sa journée. C'est beau ce que tu dis. Ça, du coup, c'est ce que tu fais de manière, je dirais, proactive en posant des questions efficaces et en écoutant ce qu'ils vont te répondre. C'est souvent aussi, c'est un peu les choses assez évidentes. On parle aussi des fois de signaux faibles en recrutement. C'est quoi pour toi un signal faible et comment tu les analyses, si tu les analyses ? Oui, pour moi, un signal faible, ça va être par exemple un mot qui sort ou une phrase qui sort, qui est peut-être à la marge de la question, mais en tout cas, ma manière de faire, c'est plutôt de me le noter, puisque finalement, je prends pas mal de notes des entretiens, de me le noter, puis de revenir là-dessus, et puis surtout ne rien présupposer. Et je pense que c'est là des fois où c'est difficile, c'est que des fois, on fait des inférences liées à ce qu'on pense comprendre que les gens nous ont dit. Et en fait, non, juste ne présupposons rien, posons la question, puis écoutons, et encore écoutons les réponses. Puis on a tellement de biais cognitifs au quotidien que en fait, forcément, il y en a forcément un qui va jouer et on va se projeter à la place de la personne, alors qu'il suffit juste de poser les questions, comme tu dis, pour y arriver, quoi. Puis une dernière astuce, là-dessus, moi j'aime beaucoup le moment des questions des candidats. Ouais. Je trouve, en fait, les questions des candidats, elles sont liées à leur motivation à eux. Donc, elles en disent long, finalement, sur qui ils sont et quels sont leurs drivers. Et là aussi, ne rien présupposer. C'est-à-dire que si on vous pose la question des horaires de travail, dites-vous pas que c'est quelqu'un qui va travailler de 8h à 17h, puis après, c'est fini. En fait, peut-être que la personne, elle doit organiser sa vie familiale ou ses activités. Ou elle a une passion, tennis tous les soirs à 17h. Voilà, exactement. Donc, ne présupposons rien, mais posons les questions. Quoi c'est important pour vous, finalement, les horaires de travail ? Et c'est ça la question, finalement, qui va se poser, c'est de s'intéresser à qui la personne est en face de vous et pas juste déduire de ce que vous pensez qu'elle est.
Oui, tu vas projeter tes attentes à toi sur l'autre personne et les réponses que tu aurais pu donner ou les questions que tu aurais posées, ce qui est la pire erreur en fait, parce qu'on est 7 milliards de gens différents dans le Ça monde. s'appelle un biais. Exactement. Magnifique. Ça s'appelle un biais. Donc ça s'appelle un biais. Et autre chose du coup, donc là tu poses des questions que tu poses aux candidats, des questions qu'ils te posent. T'as un peu ce côté souvent, alors ça fait beaucoup de bad buzz sur LinkedIn ou Instagram, et on a l'impression que tous les candidats sont des menteurs, tricheurs, bullshitters, tout ce que tu veux. Alors peut-être que c'est vrai et qu'il y en a quand même qui le sont, il y en a forcément qui le sont. Grande question pour toi, question à 1000 euros, à 1000 francs suisses. Comment tu fais la différence entre le vrai et du faux dans ce que disent les candidats? Bah ça c'est pour moi le plus compliqué, c'est-à-dire que moi je suis pas un enquêteur du FBI et je pense que même eux pourtant ils ont des bonnes techniques bien robustes pour détecter finalement les personnes qui ont cette propension à mentir, mais il n'empêche que même les études scientifiques ont quand même du mal à détecter finalement quels sont les signaux faibles ou le non-verbal qui est lié au mensonge. En fait aujourd'hui on n'a pas réussi à prouver ça, donc finalement on n'a pas cette capacité là. Par contre ce qu'on va pouvoir analyser, c'est ce que les personnes nous disent, c'est de les mettre dans des situations comportementales. Pour moi, de questionner avec la méthode STAR. Et là-dessus, une astuce, moi, qui me sert tous les jours, c'est que je me dis, en fait, tant que j'arrive pas à imaginer ce que la personne est en train de me dire et finalement de me l'imaginer en train de faire la situation, c'est qu'il me manque une info. Okay. Donc, en fait, je vais aller chercher l'information. Donc des fois, ça paraît, on peut poser des questions un petit peu bêtes de prime abord, ça peut surprendre certains candidats. Mais là aussi, en fait, notre rôle, c'est de rien présupposer et d'aller chercher l'information. Hein, et ça, je remercie, ça me permet de mentionner quand même quelqu'un qui m'a appris tout ça, c'est Stéphanie Armango de la société Arcom Suisse. Et finalement, cette astuce, depuis que moi je l'applique, je trouve que je ne présuppose beaucoup moins les choses. Je me rends compte que finalement, j'ai beaucoup plus cette analyse du verbal, et puis le non-verbal peut m'aider, mais le non-verbal reste quand même un signe parmi d'autres. Et très clairement, c'est loin d'être une science exacte et il y a très peu de fondements scientifiques à ce jour vraiment éprouvés, donc vraiment à utiliser avec modération, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans l'échange. Est-ce que du coup tu dirais que les séries Lie to Me et Mentalist c'est du bullshit? Bah, aujourd'hui en tout cas c'est pas prouvé. Je ne sais pas si c'est du bullshit, c'est le propre de la science en fait. Peut-être qu'un jour on va réussir à prouver que réellement ça existe. Peut-être qu'on va réussir à démonter le modèle aussi. Mais en fait c'est ça la science, tant qu'on n'a pas finalement démonté le modèle, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et ça, j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps de Albert Moukever qui expliquait très très bien cette approche-là. Et c'est un peu complexe à comprendre. Donc, moi, je vous recommande d'écouter ces podcasts parce qu'ils sont hyper enrichissants. C'est trop bien. Ouais. Ce mec est génial. Ils sont hyper enrichissants sur l'approche scientifique. Et finalement, l'approche scientifique, elle devient fausse quand on a réussi à prouver qu'elle était fausse. Bien sûr. Et en fait, c'est pas le contraire. C'est pas quand on a réussi à prouver que c'est vrai. Et ça, c'est quand même je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de toute l'éducation qu'on a pu avoir, sur ces sujets-là. Ouais, ça renverse toute la mentalité. C'est chouette. Non, en effet, Albert Moukeber, je suis d'accord. Personnage assez rigolo. Et ce qu'il dit à chaque fois, ses prises de parole sont géniales. Et tu me disais aussi que tu avais une question magique quand on préparait le podcast. Tu m'as dit genre j'ai une question qui marche à tous les coups. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une relance. C'est une relance. Quelle est ta relance magique? C'est et concrètement. Et concrètement. Ça, c'est la relance magique contre le blabla. C'est-à-dire que quand vous avez un langage un petit peu blabla, vous dites mais et concrètement. Et avec un air comme ça, un air très sérieux. Et concrètement. Et concrètement. Comme si c'était un peu agent du FBI. Et concrètement. Ouais, vous laissez le blanc. Et en fait, ça a cet effet quand même assez magique de ramener les gens à terre, en fait. Et là, les gens commencent à se dire, ah, là, elle me demande un exemple. Donc, vous n'avez même plus besoin d'expliquer, citez-moi un exemple, ou est-ce que vous pourriez illustrer. Le juste, et concrètement, c'est assez magique. Et concrètement. Du coup, je vais te le poser à peu près 14 fois, je pense, pendant le reste de l'épisode. Comme ça me permettra d'éviter le langage blabla et puis rester à terre. Exactement. Et concrètement. Très bien. Est-ce qu'en plus de ça, du coup, tu aurais, toi, tu en as un peu parlé avec ce que tu dis là, mais des techniques, /outils, /méthodes, peu importe, qui du coup te servent à vraiment mieux comprendre, donc toujours sur le côté vraiment motivation des candidats et des candidates. Est-ce que tu as des choses en plus que tu aurais rajoutées pour vraiment mieux cerner leur motivation? Sur la motivation et concrètement, c'est vraiment de faire appel à l'émotionnel.
C'est de sortir du rationnel et de faire appel à l'émotionnel. Et ça, moi, je l'ai testé avec une personne qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est-à-dire que je n'étais pas complètement persuadée que le poste lui corresponde, en tout cas corresponde à ses aspirations. La personne me soutenait que si. C'est vrai que c'est compliqué en recrutement de soutenir que non, hein, quand on a postulé. Et puis, je lui ai demandé, mais finalement, le poste de vos rêves, si vous pouviez rêver, c'est quoi ? Allez, c'est Noël. Citez-moi les ingrédients du poste rêvé. Et là, en fait, vous déconnectez la personne de la réalité et vous avez des éléments qui, pour le cas dans cette situation, étaient complètement à l'opposé de ce qu'il y avait dans le poste. Et là, ça a finalement permis de me confirmer que finalement, le sentiment que je pouvais avoir, où il me manquait quelque chose, voilà, et concrètement, je ne me projetais pas dans ce que la personne était en train de me dire, bah, ça m'a permis de me rendre compte qu'on était en décalage. Et je trouve qu'en recrutement, c'est ça aussi notre rôle, c'est d'éviter de mettre des personnes en décalage avec leur motivation, parce que ça ne dure pas bien longtemps. Donc c'est pas du tout une approche pour moi gagnant-gagnant. Non, c'est une super bonne technique de faire ça et d'aller dans le meilleur, dans l'idéal. En plus de ça, je sais pas du coup si tu l'utilises, mais un petit conseil en plus, mais tu peux faire aussi l'inverse et tu fais les deux en même temps. Donc tu demandes aux gens c'est quoi leur job idéal dans leur monde de leur rêve, et aussi le pire. Et du coup en fait tu vas tendre un peu l'élasticité de leur pensée. Clairement. Et du coup ça permet de plus être à l'aise sur ce que tu as à proposer toi, et idéalement du coup t'es plus proche du meilleur, mais du coup t'es pas trop loin, tu dois être vraiment très opposé du pire, et ça marche très bien pour plein de sujets. Je sais pas, t'as un problème perso, t'as un problème pro, tu peux toujours parler de cette méthode, le meilleure situation et la pire situation c'est quoi, et du coup tu tends après vers la meilleure. Une fois que t'as la pire, c'est plus simple, ta range elle est élargie, ton échelle est élargie. Merci pour le conseil. En plus. Est-ce que tu as une dernière chose sur ça pour la motivation avant qu'on passe à comment analyser ce qui est dit en entretien ? Oui, bah clairement sur la motivation, pour moi ce qui est important c'est de ne pas rester en surface en fait, vraiment d'aller creuser, d'aller questionner jusqu'au moment où vous vous dites que ça y est, vous avez compris. Tant que vous n'avez pas bien compris, tant qu'on reste sur cherche un travail qui fait sens, en fait, le sens pour vous c'est quoi ? Bien sûr. Le soir, quand vous allez partir de votre job, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli dans votre journée ? En fait, c'est ça les questions qui viennent vraiment chercher l'émotionnel. Super clair, merci beaucoup pour ça. Et tu fais sûrement causer des pourquoi. En plus du concrètement, c'est quoi ? C'est les 5 pourquoi de Simon Sinek, je crois, ou du coup, 5 pourquoi, normalement, tu as la vraie raison pour lesquelles les gens font les choses qu'ils font. Alors moi, j'ai été éduquée à ça parce que je viens du monde de l'automobile, donc les 5 pourquoi on connaît bien. Okay. Et pour autant, j'ai eu un échange avec Stéphanie Armango, pour pas la citer, qui m'a aussi appris que le pourquoi invitait à la justification et qu'en fait... tu te sens attaqué un peu. Ouais, t'es obligé de te justifier. Donc en fait, plutôt que pourquoi, c'est peut-être déjà le pourquoi et pas le pourquoi dans un seul mot. Et puis finalement, c'est qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans ? Et ça évite justement de mettre les candidats dans une posture de devoir se justifier, d'expliquer, etc. Je trouve que c'est moins agressif dans la manière d'approcher le sujet. Et pour l'avoir testé, ça marche bien. Trop bien. Merci pour ce tips, cette rectification sur la règle des 5 pourquoi. Je sais pas que c'est un truc hyper connu dans l'automobile, mais c'est mort. C'est quoi dans le côté design industriel ou on pose dans le côté recherche des causes racines aux problèmes rencontrés. Ok, genre t'as un dysfonctionnement, je sais pas, du joint de culasse, pourquoi ça dysfonctionne ? Parce que si, parce que ça, parce que ça. Et ça marche partout, à l'hôpital, ils l'utilisent aussi. C'est toutes les méthodes japonaises de recherche des causes de défaillance. Magnifique. Écoute, merci pour ça. On a une deuxième partie qui est intéressante et genre j'ai adoré qu'on parle de ça parce que souvent en recrutement, tu vas me dire si t'es d'accord, mais dans les contenus qu'on va avoir, on parle beaucoup de tout ce qui est tendance, on parle de sourcing, on parle sujet que tu adores, n'est-ce pas ? Bon, alors je serais pas la bonne personne pour parler de sourcing, très clairement. On n'en parlera pas, t'inquiète pas. On parle de marque employeur, on parle de salariés ambassadeurs. En fait, on parle plein de sujets tendance. Et il y a un truc qu'on oublie souvent de parler, c'est vraiment le côté comment t'évalues les candidats. C'est un peu, je trouve, le paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup aussi d'expérience candidat, de candidat care, de tous ces termes-là. Et pourtant, le but, un des buts numéro 1 de recruter, c'est évaluer si la personne oui ou non fait le taf. Ma grande question du coup pour toi, c'est comment tu choisis une bonne méthode pour évaluer ? Il y en a 12 000, dont la graphologie et l'astrologie, qui ont été réputées pour être de très bonnes méthodes. Prouvé scientifiquement, n'est-ce pas ? Scientifiquement, qu'est-ce que tu recommandes toi comme choix de méthode ? Les études ont quand même montré que finalement l'échantillon de travail était la méthode qui fonctionnait le mieux, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances. Donc ce qui va s'apparenter à l'échantillon de travail, c'est de mettre les gens en situation, en fait, quelle qu'elle soit. Et très clairement, aux hôpitaux universitaires de Genève, on le fait sur certains métiers, notamment parce qu'on s'est rendu compte que dans certains métiers, les gens ne savent pas toujours finalement expliquer ce qu'ils font dans leur journée, mais savent très bien le faire. Okay. Et nous, vu que ce qui est
important, c'est d'avoir des gens qui savent faire le job, mais pas forcément qui vous l'expliquent, et ben il y a des personnes qu'on a plutôt mis en situation. Alors bien évidemment, après avoir eu quand même un échange téléphonique sur les questions de motivation, mais en tout cas pour évaluer les compétences liées au poste, on va plutôt les mettre en situation de soins aux patients. Enfin voilà, on prend une situation au plus proche du métier et puis on va les suivre dans cette situation. Et ce qui est important aussi, pour moi, là-dedans, c'est déjà d'introduire la démarche, parce que c'est pas si simple d'être observé en situation réelle. Plus stressant qu'un entretien, c'est presque. pas si simple. Et puis, on a toujours une période de débriefing, parce qu'il y a quand même un effet stress qu'il ne faut pas négliger. Et on a des candidats qui nous ont dit en période de débriefing, j'ai complètement oublié de faire ça. Et c'est OK pour nous, en fait, à partir du moment où ils mentionnent avoir oublié de faire ça. Ça, c'est l'effet stress. Au contraire, tu as ce côté justement irréaliste. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui vont être capables de reconnaître leurs erreurs. Complètement. Et de se dire demain, je ferai pas, je progresserai parce qu'en effet, j'ai pas pensé à ça, mais j'en suis conscient et je passerai à autre chose. Quoi. Complètement. Trop bien. Et donc, la mise en situation, comment elle ressemble? C'est vraiment, dans le monde hospitalier, c'est sur tous les types de métiers que tu fais ça ou... Non, c'est sur certains métiers aujourd'hui, parce qu'il faut quand même dire que c'est assez time consuming. Donc, et concrètement, on va le faire par exemple sur des aides-soignants, sur des brancardiers, sur ce qu'on appelle des agents hôteliers. C'est les personnes qui viennent apporter les repas aux patients et aux patientes. Donc sur ce type de métier, mais on a aussi vocation finalement à le développer sous d'autres formats peut-être un peu plus légères en marge d'un entretien. Typiquement sur un poste de secrétaire médical, vous pouvez tout à fait faire un test de frappe de rapport médical. Ça vous prend 10 minutes à la fin d'un entretien. C'est pas grand-chose, c'est facile à mettre en œuvre, et pour moi ça porte beaucoup plus ses fruits. Typiquement, je vous donne un exemple très concret de ce genre de situation, mais Excel. Excel, c'est l'exemple parfait. Tout le monde sait bien faire du Excel, les tableaux croisés dynamiques. Oui, je connais les tableaux croisés dynamiques. Et à partir du moment où vous mettez les gens sur un contexte de faire un tableau croisé dynamique à partir d'un grand nombre de données, là, vous vous rendez vraiment compte si les gens ils savent faire ou pas, en fait. Et c'est ça le principe de base. Surtout quand ils sont informés qu'il va y avoir un test Excel auparavant. Donc, je veux dire, on les prend pas non plus en traître sur ces sujets-là. Donc, ça me paraît quand même dans les méthodes les plus éprouvées. Et puis, bon, après, il ne faut pas non plus... on ne peut pas faire ça tout le temps, partout, etc. Donc, pour moi, en entretien, avoir aussi cette partie structurée. Moi, j'aime bien le côté entretien semi-structuré. Une partie libre pour quand même créer la relation. Et le côté motivation dont tu parlais. Le côté motivation, laisser la personne se présenter comme elle a envie aussi de se présenter. Je trouve que ça, c'est important. Mais un côté plus structuré, on va poser les mêmes questions à tous les candidats. Ça permet quand même de les comparer entre eux et d'avoir quelque chose de relativement fiable à partir du moment où on analyse bien les réponses des candidats. Et là, il y a deux types de questions. C'est les questions comportementales où on va aller leur demander, citez un exemple ou racontez-moi une expérience où vous avez géré un projet complexe. Je vous donne un exemple relativement transversal. Ou alors, on va leur proposer des mises en situation du poste réel. Demain, vous arrivez, votre collègue est absente, vous devez vous répartir les patients et les patientes à prendre en soin au sein de l'équipe. Comment vous faites? Donc, ces deux typologies de questions, elles nous permettent quand même d'aller dans du concret. Et puis, si on a un langage relativement blabla, on repose la question et concrètement. C'est la troisième. Tu pourrais dire que tu as 3 méthodes. Tu as la mise en situation, l'entretien semi-structuré et concrètement. D'ailleurs, dans la je vais le breveter. Tu sais, tu as dû sûrement voir les méta-analyses justement qui ont montré que les méthodes dont tu parles sont les meilleures. Ça a été même actualisé là encore une fois l'année dernière par Zaket et Zhang de mémoire qui ont remontré qu'en fait c'était les meilleures méthodes, entretien structuré, mise en situation, avec aussi des tests de GMA, tu sais, des tests entre guillemets d'intelligence brute. Alors ça peut être très controversé, donc souvent les gens en France, notamment, je sais pas comment c'est en Suisse, mais utilisent moins ces tests-là. Un peu les tests à l'école de commerce, c'est un peu mal vu de faire ça. Mais du coup, en effet, si tu fais ça, ça marche très bien. Et quand tu combines les deux, c'est là où tu maximises tes chances de faire un bon recrutement. Donc, quand tu combines en effet ta mise en situation et ton entretien structuré, plus et concrètement en mode cerise sur le gâteau, normalement, tu devrais être bien. Ouais, si tu écoutes bien les candidats. Exactement. Et que tu repères les signaux faibles. Et que tu arrives à mixer tout ça dans un petit fait-tout, et ensuite, t'en sors justement un candidat de qualité. Là-dessus, souvent, un truc qui
marche pas dans l'entretien structuré, c'est que souvent les gens ils ont beaucoup réfléchi aux questions mais pas assez aux réponses. Et en gros ils savent pas ce qui est une bonne ou mauvaise réponse, ils vont dire ouais c'était plutôt bien, et c'est leur biais qui vont décider si oui ou non c'est une bonne ou mauvaise réponse. Comment tu fais toi Marion à ton niveau pour évaluer ce qui est une bonne et d'une mauvaise voire une moyenne réponse? Bah, c'est clair qu'à une même question, en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait. Par contre, dans le contexte, là, on recrute pour un poste. Donc, en fait, c'est important de savoir quels sont les critères de recrutement qu'on a et finalement, quel comportement veut que la personne puisse mobiliser dans son job futur. Et ça, c'est ça qui va nous déterminer si finalement, je prends un exemple, mais le type de collaboration va correspondre à ce job précisément. Parce que la collaboration... c'est un mot vraiment global, un petit peu fourre-tout, où on peut y mettre tout et n'importe quoi. En tout cas, on peut y mettre des représentations très différentes d'une personne à l'autre. Donc, l'important là, c'est de bien savoir, finalement, la collaboration, ça ressemble à quoi ? C'est quoi concrètement ? Et là aussi, on va pouvoir poser ça comme question au manager, mais vous attendez quoi concrètement ? Avant d'évaluer, il faut que tu saches ce que tu vas évaluer, en fait. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la partie, pour moi, la plus structurante de l'entretien, de savoir finalement quels sont les critères et ce qu'on a besoin pour pouvoir évaluer les candidats. Et puis aussi, plus ça va, plus je me dis que d'être aligné sur la vision du job, sur l'évolution du rôle, sur... on va dire le cadre d'action, en tout cas, moi, ce que j'appelle un peu les valeurs, avoir un certain socle commun, langage commun, valeurs partagées. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu blabla comme ça, mais en tout cas, c'est partager une manière de faire un métier. Le reste, on va réussir à s'adapter s'il y a un bon mindset dans une équipe. Oui, tu rejoins un mi-chemin, quoi. Complètement. Et pour moi, avoir de bonnes soft skills, avoir des motivations... l'équation, c'est soft skills plus motivation égale future hard skills, quoi. Donc, comme ça permet quand même de développer de nouvelles compétences et notamment dans nos environnements, en fait, qui évoluent de plus en plus vite. Enfin, en fait, on ne sait même pas de quoi sera fait notre monde dans 2 ans, en fait. Donc, c'est là où, finalement, on ne peut pas non plus se baser que sur les hard skills. 100%. Et par rapport à ça, tu as un terme que beaucoup de boîtes utilisent et peu arrivent à bien les évaluer. Alors, je suis curieux de voir comment toi tu le fais, c'est le potentiel. Tu sais, on te dit souvent qu'il mieux vaut prendre quelqu'un qui a le potentiel de faire les choses que quelqu'un qui sait déjà les faire, parce que quelqu'un qui a le potentiel va se développer avec toi et va être beaucoup plus fidèle à l'entreprise. Est-ce que toi, tu évalues le potentiel d'une manière ou d'une autre ou pas forcément ? Ou c'est lié un peu aux soft skills ? Comment tu fais ça ? Alors moi je l'ai beaucoup fait dans ma première expérience dans le monde de l'automobile parce qu'on recrutait on va dire pas mal de jeunes diplômés juniors qui allaient évoluer finalement. Donc ça c'était assez central au sein de nos processus de recrutement. Donc là oui on les questionnait sur la manière dont ils pensaient évoluer et puis finalement le côté est-ce qu'ils sont assez structurés, est-ce qu'ils correspondent à notre mindset, enfin voilà le culture fit dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va plutôt être sur des démarches de est-ce qu'ils sont capables d'apprendre, puisque en fait au HUG, on a aussi pas mal d'approches académiques, de spécialisation. On est dans un monde quand même qui est très normé. Enfin, je veux dire, ne devient pas médecin qui veut, ne devient pas infirmier qui veut. Potentiel en chirurgie, je ne ferai pas chirurgianiser, opéré par quelqu'un qui a juste le potentiel, quoi. Exactement, mais ils s'entraînent beaucoup. Bien sûr, 100%. Et puis, donc, comment détecter le potentiel ? Pour moi, c'est aussi l'envie et la curiosité, en fait. C'est finalement avoir ce mindset de qu'est-ce que vous avez appris dernièrement et comment vous l'avez appris. Et voir comment ils vont progresser, comment ils ont progressé dans le passé pour voir comment est-ce tu les projettes après dans le futur. Oui, complètement. Trop intéressant. Tu parlais du culture fit, on va revenir juste après. Avant ça, j'ai une dernière question pour toi. C'est souvent un débat sur l'évaluation. Tu as un peu de 2 écoles. Tu as les gens qui disent qu'il faut que tu compares les candidats entre eux. D'autres qui disent qu'il faut les évaluer à chaque fois individuellement, justement. Et c'est ce que prône la méthode d'entretien structuré classique. Quelle est ta doctrine à toi ? Est-ce que du coup, toi, tu compares les candidats entre eux ou est-ce que tu les compares tous de manière indépendante les uns des autres ? Alors, ou un juste milieu. Je les évalue individuellement, mais à un moment donné, quand on doit faire un choix, on compare forcément les personnes entre elles. Enfin, ça me paraît
Je pense que là, je serais une menteuse si je disais que je compare pas les candidats entre Ouais, eux, parce que bien sûr. quand on fait le choix, finalement, on prend le meilleur candidat, enfin le meilleur fit entre le poste et le candidat. Donc là, à un moment donné, quand on prend cette décision, bah forcément, on compare les gens entre eux, quoi. Par contre, sur l'évaluation individuelle, oui, on va faire cette évaluation individuelle sur la base des critères de recrutement qu'on aura définis et qui sont essentiels sur le poste. Et après, c'est notre base de comparaison, en fait. Donc, j'ai envie de dire évaluation individuelle, comparaison rationnelle. C'est très beau. Puis un petit côté de fit émotionnel pour que ça se passe bien dans l'équipe. Tu fais une magnifique conclusion vers le sujet du fit. Tu as fait exprès ? Même pas. Même pas. Même pas, Léo, même pas. Du coup, alors, dernière partie, je pense qui est hyper importante, c'est de parler du coup du fameux culture fit. Alors, ça parle beaucoup dans le monde des startups. Tout le monde en parle. C'est genre souvent même quelque chose qui est utilisé d'ailleurs de la mauvaise manière pour pas avoir des gens qui sont trop différents de nous. Tu comprends ? Ça serait un peu dommage. Donc, la grande question sur le culture fit, c'est d'abord ta définition à toi, parce que chaque personne qui utilise ce terme va avoir une définition et une pratique différente. Et après le reste, on en parlera. Mais donc, première question, c'est quoi pour toi le culture fit ? Alors pour moi, c'est déjà quoi pour moi la culture ? La culture, c'est un ensemble de rituels, de manières de faire, de valeurs partagées, enfin un langage commun. Ça peut être une manière vestimentaire, enfin une manière de s'habiller au quotidien. Les chaussures, tu parlais tout à l'heure des chaussures. Ouais, je parlais des chaussures. Je disais à Léo avant l'interview que quand j'étais plus jeune, je regardais les chaussures puis je me faisais une idée sur les gens à partir de leurs chaussures. Complètement fou, complètement biaisé en fait. Pas du tout scientifique comme approche. Heureusement, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte maintenant. Je regarde plus les chaussures. J'écoute les candidats. J'écoute. Mieux, hein. Tu vois, ça me permet. Et concrètement aussi. Ouais, concrètement. Donc vraiment, pour moi, la culture, c'est ça. Donc finalement, le culture fit, c'est quand même d'avoir cette vision, ces valeurs et ce langage commun. Après, le reste de la personnalité, pour moi, c'est ce qui fait la diversité, en fait. Et on peut être très différent et faire le même métier. Et c'est ça qui fait la richesse et la variété des idées et des approches qu'on peut avoir. Et de toute façon, ça a été un petit peu prouvé. Enfin, j'ai pas les références très concrètes, mais peut-être que tu les as toi. Mais que de toute façon, plus une équipe est diverse et finalement, plus c'est productif. Productive, créative. Exactement. Et plus de CA. Tu as notamment McKinsey qui a fait un rapport là-dessus. Et je pense qu'on pourrait pas dire que c'est la fin. C'est pas forcément la boîte la plus bobo bisounours que tu pourrais avoir, McKinsey. Donc en effet, si elle me dit ça, mais tu en as plusieurs d'autres qui ont confirmé. Exactement. Je sais plus les stats exactes, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc après, voilà, il y a des entreprises qui ont des cultures peut-être plus fortes que d'autres. Alors même si fort, c'est compliqué à dire, mais en tout cas peut-être plus présente, internalisée. Puis finalement, là, il va y avoir ce côté biais qui va intervenir. C'est-à-dire que la culture est tellement internalisée dans les personnes qui recrutent qu'ils vont recruter des gens finalement assez naturellement, sans trop y réfléchir, qui ont la même culture qu'eux. Donc voilà. Mais ça, c'est quand même assez compliqué de aussi mettre en mots une culture et de traduire. Enfin, moi, les questions des valeurs, je trouve ça très compliqué de verbaliser ce qui est finalement de l'ordre des codes, des fois hyper implicites entre les personnes. Et d'exprimer ça, de verbaliser ça, de mettre des mots dessus, c'est pas toujours si simple. Puis après, il y a des entreprises où les cultures peuvent aussi varier. Enfin, très clairement, d'un site à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une spécialité médicale à l'autre, d'une culture métier à l'autre. Voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes réflexes et les mêmes manières de faire. Mais en fait, c'est ça qui fait aussi la richesse. Pour moi, l'important, c'est vraiment de se dire, est-ce que la personne, elle va s'y retrouver dans cet environnement ou est-ce que ça risque de créer des tensions si elle n'a pas le mindset à intégrer cet environnement. Donc là, je suis un petit peu sur du langage blabla, mais sur le côté plus et concrètement, c'est vraiment de savoir finalement ce qu'on cherche, d'en revenir aux critères de recrutement et aussi aux critères culturels de l'équipe ou de l'environnement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne fonctionne bien dans ce rôle et cette équipe ? Qu'est-ce qui fait, à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure, qu'une personne a complètement dysfonctionné, et à se poser ces deux questions extrêmes, on en tire finalement des tendances et des éléments qui peuvent nous servir de critères qu'on ira questionner au travers de questions soit comportementales, soit situationnelles.
Et puis pour faire le parallèle, on évaluera les gens sur les réponses qu'ils auront apportées, puis on les comparera, puis on choisira le meilleur fit entre la personne et l'environnement. Mais ce que tu dis, c'est quelque chose où il faut être hyper préparé, structuré, et c'est pas un truc qui se fait au feeling et à l'instinct. Souvent, c'est le problème de la culture fit, c'est un truc qui fait jaser plein de gens et qui est mal compris, parce que dans plein de boîtes, c'est genre viens, on prend une bière ensemble le soir avec l'équipe et on verra si tout intègre ou pas. Ce qui, alors il y a X raisons pour lesquelles c'est pas une bonne chose. Les gens qui voient pas d'alcool pour des questions personnelles ou religieuses, le fait des gens qui le tard à 18h, 18h30, ça a une vie de famille, bah du coup t'as peut-être pas envie d'y aller, etc., etc. Et du coup c'est basé sur juste du blabla. Est-ce que t'es capable de parler du dernier match de la Coupe du Monde de rugby, et est-ce que du coup tu as une bonne opinion, est-ce que tu supportes la bonne équipe, tu vois, ça c'est pas cool. Et donc ce que tu dis, c'est pas une cool, manière de faire. sauf si ça fait partie de la culture de l'entreprise. Mais du coup c'est une culture qui laisse à désirer. Ça c'est clair. Après ça dépend si on veut de la diversité ou pas, en fait. C'est exactement la question, mais il y a des entreprises aujourd'hui où finalement c'est la règle de fonctionnement, c'est la culture. Bien sûr. En fait, et quand c'est la règle de fonctionnement, ça devient la culture. Donc, je veux dire, oui, on peut questionner, mais à un moment donné, ça servira à rien de recruter quelqu'un si après on impose ça et qu'on n'est pas capable d'avoir l'ouverture que la personne, pour des raisons familiales ou de tennis à 17h tous les soirs, elle ne vient pas au barbecue du mardi soir. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, ce côté... personnalisation aussi de l'expérience collaborateur ou collaboratrice. Enfin, on doit pouvoir avoir un certain socle commun, mais on doit pouvoir aussi avoir une certaine liberté et une certaine diversité d'approche. Moi, je suis plutôt partisane de ça, mais après, chaque entreprise fait son choix, quoi. Si tu vas faire un culture fit autour d'une bière, c'est leur problème, on n'ira pas les empêcher, mais c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, en effet. Et t'as un truc là-dessus, je trouve, moi, qui manque, et je sais pas d'ailleurs si tu le fais toi aujourd'hui au niveau du HUG, mais c'est de mesurer la culture. Tu vois, souvent c'est un des rares trucs, t'as pas de données, t'as des données sur tout dans l'univers des RH et du recrutement, sauf sur la culture. T'avais une boîte qui s'appelait Platypus, comme Platypus en anglais c'est l'ornithorynque, par une boîte de Danemark qui n'existe plus, enfin elle a été rachetée par une boîte, ils sont en phase un peu d'absorption, etc. Et du coup c'est ce qu'elle fait, à mesurer la culture, mais non pas au niveau global. En gros, tu avais 9 critères, comme, je sais pas, le leadership, l'apprentissage, l'équilibre vie pro-vie perso. Et chaque salarié allait répondre à des questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et tu devais classer de la première valeur à la 15e, ou 9e, je sais plus combien il y en avait, bref. Et du coup, tu avais un ordre, et ils demandaient ça à chaque équipe. Et en fait, là où c'était magique, c'est que du coup, tu pouvais ensuite filtrer en fonction des équipes, des pays, du niveau d'ancienneté dans la boîte, etc. Tu avais 4-5 critères, et du coup tu pouvais voir justement par exemple que je sais pas, dans l'équipe tech, ce qui compte c'est apprendre des choses tous les jours, et l'équilibre vie pro-vie perso. Alors que par exemple, je sais pas, chez les gens qui ont plus de 5 ans dans la boîte, ce qui compte c'est les perspectives d'évolution et le leadership. Et presque ils s'en fichent du salaire parce qu'ils savent qu'ils progresseront peut-être moins, j'en sais rien, quand ils viennent d'arriver. Et ça du coup c'est hyper intéressant, et on peut le faire avec un simple Google Form ou autre, t'envoies à tes collègues, tu fais un sondage, et je pense qu'avec de la donnée, on arriverait mieux à évaluer la culture parce qu'on pourrait la mesurer en interne. Clairement. Et dire à tes candidats, bah je sais pas, tu vois, genre typiquement, pour l'équipe que tu rejoins, ce qui compte le plus pour cette équipe-là, et pas pour la boîte en général, c'est le leadership. Est-ce que du coup tu trouves que c'est un truc qui compte aussi pour toi? Si c'est l'inverse et que tu t'en fiches, bah ça va peut-être pas être un bon fit. Mais ça, je suis entièrement alignée avec ça. Ouais, faut que cet outil revive. Ouais. Ouais, exactement. La chose que je voulais te poser, c'est tu as travaillé dans plusieurs boîtes différentes. C'est quoi le point commun de toutes les cultures dans lesquelles tu as bossé? Et inversement, les différences des cultures dans lesquelles tu as bossé? Le point commun, c'est le travail d'équipe. Ça, c'est vraiment, allez, c'est le mot valise, c'est le mot fourre-tout. Teamwork. Ouais, le teamwork. Et puis après, il va y avoir, comme on disait tout à l'heure, finalement, le travail d'équipe. Dans cette équipe, ça correspond à quoi concrètement? Comment ça se matérialise concrètement? Est-ce que c'est, j'en sais rien, un café tous les matins où on fait le point? Est-ce que c'est, finalement, on a des réunions très professionnelles et ça s'arrête là? Est-ce que c'est... j'en sais rien, on met les idées sur la table et on les partage. Et ça, ça peut être très différent d'une société à l'autre, mais aussi il peut y avoir des microcultures, c'est-à-dire qu'on peut incarner ce travail d'équipe de manière différente, tout en étant aligné sur un certain nombre de socles communs dans le travail d'équipe. Donc ça, je trouve que d'une entreprise à l'autre, moi j'ai travaillé dans 2 structures principalement, où le travail d'équipe n'était pas forcément
vraiment incarné de la même manière. Donc, typiquement, dans l'automobile, c'était vraiment travailler tous ensemble pour résoudre le problème au plus tôt lorsqu'il survient, puis trouver une solution sans remonter à votre manager la problématique. Vous avez les compétences au premier niveau pour résoudre. À l'hôpital, ça va être plutôt, vous avez un patient, vous avez différentes compétences médicales, soignantes, médico-soignantes, administratives. Comment vous allez travailler aujourd'hui pour trouver la solution, mais si possible, vous allez aussi la faire valider avec votre hiérarchie pour avoir une transversalité aussi entre les équipes. Donc ça, c'est aussi des petites variations, mais qui font que le travail d'équipe n'a pas tout à fait la même coloration d'une société à l'autre. Je ne sais pas si j'étais suffisamment concrète sur l'exemple. Mais c'est très clair. C'est bon derrière le même terme, en fait, en fonction des boîtes et des cultures, et même de chaque équipe, je pense que tu fais la même chose. Je sais pas, tu prends le même travail d'équipe au sein de 10 départements du HUG, tu n'auras pas les mêmes réponses sur ce que ça veut dire en termes de définition. Clairement. Et ça, c'est ouf quand on y pense. Mais c'est normal, c'est propre au type de job, c'est propre aux sous-cultures de chaque service. Donc c'est normal. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire sur le Culture Fit avant de conclure cet épisode avec, je crois que tu avais dit à la fin, tu voulais faire des reminders sur les 5 règles principales qui résumaient l'épisode. Avant ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Culture Fit ? Ouais, pour moi, en fait, vraiment le Culture Fit, c'est ce parallèle aussi avec une équipe sportive. C'est chacun doit trouver sa place, en fait. Et on n'a pas tous la même place à jouer dans une équipe. Donc, moi, j'ai fait pendant longtemps du basket étant plus jeune. Et voilà, quand on a un rôle de meneur, un rôle d'ailier ou un rôle de pivot, clairement, c'est pas les mêmes caractéristiques physiques et corporelles. Et puis, c'est pas la même attitude. C'est pas le même jeu, tu pourrais presque dire. Tu vois, c'est pas le même jeu. Sport, non, tu joues pas pareil, en fait. Mais n'empêche que le but est le même, c'est de marquer des paniers puis de gagner le match. Donc en fait, c'est un petit peu ça le Culture Fit, c'est de s'entendre sur le fait de marquer des paniers et gagner le match, puis après bien se répartir les rôles selon les forces de chacun en fait. Et pour moi, c'est ce mélange qui est pas toujours si simple à trouver pour faire finalement tirer parti de cette fameuse diversité. On entend beaucoup parler de diversité. Franchement, incarnons-la à un moment donné, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est ça ce rôle-là. C'est-à-dire que, oui, on va peut-être recruter les mêmes jobs, mais aujourd'hui, typiquement, je vais peut-être chercher un poste de spécialiste RH en recrutement. Mais qu'est-ce qui me manque dans mon équipe en recrutement ? Tiens, le sourcing, je ne connais pas. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une compétence sourcing ? Ça reste du recrutement, mais chacun a son rôle à jouer selon son parcours, selon ses forces. Donc, pour moi, c'est ça le rôle du Culture Fit, c'est d'avoir envie de jouer ensemble la partie. C'est un très bon résumé de ce qu'est le Culture Fit. Et c'est là où, du coup, tu vois, souvent, on parle de moi, le premier, de Culture Add qui remplace le Culture Fit. Yes. Ça sert à rien de dire, en gros, il faut quelqu'un qui rentre dans nos rangs. Il faut quelqu'un qui rajoute quelque chose. Alors, c'est OK de pas rajouter, ou de rajouter un tout petit peu. Mais du coup, le Culture Add, c'est quelqu'un qui vient rajouter des choses à la culture existante. Tant que, du coup, ça déforme pas trop la culture initiale. Donc, c'est un peu le mix entre les deux. Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que d'aller voir des gens qui nous correspondent à 100% et qui sont pas trop différents de nous. Exactement. Trop bien. Écoute, tu voulais résumer l'épisode, je crois. À la fin, tu m'as dit c'est important qu'on fasse ça. C'est quoi les choses que les gens doivent retenir de l'épisode, du coup ? J'aime bien les keep in mind, moi. Keep in mind. Pour moi, ce qui est important, c'est de privilégier au maximum les mises en situation. Donc, quand on peut le faire, mettons en situation. Quand c'est plus compliqué, posons des questions comportementales et situationnelles. C'est ce qui va se rapprocher le plus des mises en situation. Un deuxième point qui me paraissait important d'appuyer, c'est vraiment cette posture finalement d'écoute et d'observation. On sait que ça coûte en énergie, en fait, de pouvoir avoir de la disponibilité attentionnelle, d'observer les personnes. Ne multiplions pas en fait les entretiens. Concentrons-nous sur un temps qui soit vraiment qualitatif et qui nous permette de bien évaluer avec justesse les personnes qu'on rencontre. On ne peut pas juste se faire embarquer par les biais parce qu'en fait, on a 8 entretiens à faire dans la journée et juste humainement, c'est pas possible. Il y a des études qui ont montré, ils ont fait des IRM sur le cerveau où en fait, ils ont montré qu'au bout de la 3e réunion que vous enchaînez, vous décrochez complètement. Donc, c'est pareil pour les entretiens en fait. Okay. Faites une pause au bout du 2e. Oui. Vous rendrez service au 3e candidat. Grave. Donc ça, pour moi, c'est aussi important. Puis d'aller creuser ces signaux faibles qu'on observe. En fait, ne présupposons rien. Allons creuser, posons la question, la juste question finalement qui va nous permettre de bien comprendre les candidats, puis d'éviter ces fameux biais, quoi. On en découvre encore tous les jours. C'est pas si simple de découvrir ses propres biais. Je trouve que déjà, quand on est conscient, ça nous permet
permet de nous contrôler sur un certain nombre de biais, et moi la première. Je trouve que franchement, la question qui marche à chaque fois, c'est vraiment celle-ci, c'est et concrètement, ce sera peut-être la dernière fois, on le dira dans l'épisode, mais n'hésitez pas à la tester. Puis vraiment sur cette question, pour moi, du culture fit, c'est vraiment d'avoir un intérêt partagé sur la vision de la mission de l'entreprise ou de l'équipe. Typiquement au HUG, moi je suis toujours fascinée sur cette dedication finalement que les équipes ont pour soigner les patients et les patientes qu'ils accueillent. Je trouve qu'ils sont capables de se donner à fond pour ça. C'est vraiment ce qui les drive de manière très forte au quotidien. Puis aussi d'avoir des valeurs communes de travail. Parce que si on n'a pas des valeurs communes de travail, on a beau avoir la même vision, on va avoir du mal à y aller ensemble. Donc, puis le reste, c'est ce qui fait vraiment la richesse et la diversité de ce monde. Donc laissons la place à ça. C'est magnifique comme conclusion, ça n'appelle pas d'autres. Donc merci beaucoup pour tout ça et pour tout ce que tu as dit au cours de l'épisode. Comme tu sais, il y a la petite tradition aussi de Tam Tam qui est à la fin de poser 3 questions à chaque invité. C'est pour, en fait, moi j'ai la flemme de faire ma veille, donc du coup je demande à mes invités de la faire. C'est pas mal, hein, côté feignant. Question numéro 1, c'est est-ce que tu aurais un contenu à nous recommander? Ça peut être un podcast, un livre, un article, une newsletter, ce que tu veux, lié au recrutement. Ouais, moi, il y a une série de podcasts, c'est le jour où les podcasts de Marie-Sophie Zambo sur tous les biais. Ouais. Elle fait une série d'interviews sur différents biais avec différents intervenants. Et là, il y a du concret. Là, franchement, là, il y a vraiment concret. Du concret. Donc moi, j'ai adoré cette série. Et puis, je l'ai même conseillée aux collègues. Et puis, je vais la conseiller dans les prochaines formations qu'on fait aussi aux managers au sein de l'institution. Je trouve que ça, et même pas que pour le recrutement, je trouve que ça sert dans la vie en général. Donc, je conseillerais celui-ci. Ouais, très très chouette. Marie-Sophie, du coup, qu'on a retrouvé dans l'épisode 21 de Tam Tam, qui vraiment nous a expliqué ses 5 biais favoris. Donc, en fait, elle a fait une sorte de résumé de tous les podcasts qu'elle a fait en tant qu'animatrice et en tant qu'invitée. Du coup, elle a expliqué les 5 qu'elle a préférés. Donc, c'est assez chouette. C'était un épisode très cool que j'ai bien aimé enregistrer. Deuxième question, c'est est-ce que tu aurais une personne que tu recommandes? Ça peut être plusieurs, c'est vraiment t'en as plusieurs, mais une seule qui vraiment en recrutement est pour toi importante et mérite d'être plus connue dans ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Alors, j'ai un petit peu cité le nom de Stéphanie Armango qui forme sur une approche vraiment de recrutement sur la base de l'analyse des comportements et du décryptage aussi du discours et ce qui peut être en tout cas décrypté dans le non-verbal et reconnu scientifiquement. Donc ça, je trouve son approche hyper intéressante et je recommande. Et puis, je voulais quand même mentionner une autre personne que je trouve qui a une approche assez intéressante du recrutement, mais pas que, des RH en général. C'est Elsa Berthaud. Très bien, je ne connais pas du tout. Tu qui est basée aussi à Genève ou ouais. Ok, très bien. Écoute, exactement. Comment t'écris Berthaud? B-E-R-T-H-A-U-D, je crois. A-U-D, j'espère que c'est D à la fin. C'est pas grave, au pire, on mettra du coup son LinkedIn en description de l'épisode. Ouais. Merci pour ça. Et dernière petite question, après c'est la fin. Est-ce que tu aurais une série ou un film que tu recommanderais en lien avec le recrutement ou le monde du travail en général? Ouais, moi une série que j'adore en ce moment, bon peut-être un peu liée à l'hôpital, mais c'est The Good Doctor, que j'adore parce que je trouve que ça incarne très bien cette diversité au travail et que finalement tirons parti des forces de chacun et laissons la place à chacun parce que chacun a sa place. Et ça c'est vraiment quelque chose je trouve qui est important à mes yeux et dans l'éducation qu'on apporte à nos enfants pour construire les générations de demain et finalement dans le fait de laisser la place aussi aux diversités dans le monde professionnel. Donc je dirais The Good Doctor, c'est un bon lien entre diversité et puis monde médical. Ton monde à toi, donc c'est parfait. Ouais, écoute, c'est le monde des HUG. Génial. Merci pour ta conclusion. Et tu vois, tout le but de Tam Tam, c'est de faire des good recruiters. Ouais. Donc du coup, le nom pourrait même être réutilisé. Merci beaucoup pour tout ça. C'était très chouette. Merci infiniment pour ton invitation, Léo. Ravi de t'avoir accueilli aussi en Suisse. Je trouve ce tour suisse hyper intéressant pour faire rayonner le recrutement aussi dans la francophonie. Et exactement. Il n'y a pas que la France qui fait du recrutement, même pas d'ailleurs. Il n'y a pas que la France hexagonale. Il y a tous les gens qui parlent français à travers le monde. Il y en a beaucoup de gens. Prochaine tournée, ça sera peut-être en Belgique plus tard. Tu vois, genre on verra. Ou au Canada. J'aimerais bien aller au Québec. Tu vas faire tourner à Québec. Ouais, je pense que le Canada, c'est pas mal. Ils ont des approches hyper intéressantes. Mais je pense qu'ils sont plus côté US en termes de pratique. Et les US, comme tu le sais ou pas, mais ont genre 10 ans d'avance en recrutement par rapport à ce qu'on fait. C'est exactement ça. Donc ça peut être un bon point. Écoute, je ferai ça. Ouais.
Merci beaucoup et passe une excellente fin de journée. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast et Merci. à la prochaine. À la prochaine, Léo. À bientôt. Ciao, ciao. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.